السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons, Inch'Allah, cette leçon. Le cours d'aujourd'hui sera, Inch'Allah, un cours de langue, donc langue des techniques d'expression et de communication. Et alors, j'ai choisi pour vous un texte, et à partir de ce texte, il y aura des questions sur différents sujets de langue, donc des questions de langue surtout. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Il y a un problème dans le son ou bien quoi? J'espère que vous m'entendez. Bon, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, donc oui quoi, non quoi. Est-ce que la voix est bonne? Si c'est bien, vous mettez un. Bon, alors je vais commencer par la lecture de ce texte. Et donc, lorsque j'aurai lu le texte, on sera les questions après. Alors, je lis. Le Petit Prince, c'est un extrait du Petit Prince. Petit Prince, c'est une histoire de Saint-Exupéry, si je ne me trompe pas. C'est un extrait de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Comme le Petit Prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile sur la terre. Je regardais à la lumière de la lune. Ce front pâle, ses yeux bleus, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est qu'une étape. Le plus important est invisible. Quand ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui me meut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore, il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le plus élevé du jour. Bon, alors, il y a Simon 16 qui dit qu'il y a un problème dans la voix. Est-ce que vous avez tous ce problème ou bien c'est seulement Simon qui a ce problème? La Youssef dit que le son pas clair. Il a dit pour moi oui. Je sais pas, essayez de... Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors, Lila ne m'entend pas bien aussi. Alors, j'espère que vous m'entendiez.
Est-ce que la voix n'arrive pas, ou bien est-ce qu'elle est entrecoupée, ou bien quoi? Je sais pas. أرجو أن دعمكم يشوف مشكلة. أنا بالنسبة لي tout bien، مفيش مشكلة. Je vais rafraîchir, donc essayer de, je vais réactualiser le site. Peut-être que ça va aller. Donc juste 2 minutes. Et voilà, je vais essayer de voir, est-ce que ça va maintenant? Est-ce que la voix est claire maintenant? Oui. Bon, alors je vais relire. Voilà, le même problème, je sais pas. Donc, je vais relire le texte. Alors, le petit prince, comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile sur la terre. Je regardais, à la lumière de la lune, ce front pâle, ses yeux clos, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent, et je me disais, ce que je vois là n'est pas une écorce, le plus important est invisible. Comme ses lèvres entr'ouvertes ébauchaient un demi-sourire, je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'une rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe, même quand il dort. Et je le devinais plus fragile encore, il faut bien protéger les lampes. Un coup de vent peut les éteindre. Donc, ici, c'est beau. Il y a donc un problème. Le sujet. Un coup de vent peut les éteindre. C'est notre corps, mais c'est tout, avec tout. Pour les éteindre. Et marchant ainsi, je découvris le puits élevé du jour. Voilà. Alors maintenant, est-ce que le texte est compris? Est-ce que vous avez compris le texte? Est-ce que vous avez compris le texte? Donc, s'il y a des... pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés dans la compréhension. Je vais essayer donc d'expliquer. Bonsoir Renaud. Comme le petit prince s'endormait. Donc le petit prince, ça c'est le personnage principal de cette histoire. Donc il s'agit d'un roman de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Et le petit prince, donc le personnage principal,
s'endormait, donc on comprenait ce que cela veut dire. Je l'ai pris dans mes bras, donc ici c'est le narrateur qui raconte l'histoire, donc il a pris dans ses bras le petit prince et me remis en route, c'est-à-dire il a continué sa route. Me remis en route, ça veut dire que je continue ma route. J'étais ému, ça veut dire ici, ça veut dire qu'il ressentait un sentiment fort qui lui donnait une certaine sensation, soit de plaisir, soit de joie, soit ça dépend de ce qu'il ressent en tenant ce petit prince entre ses bras. Il me semblait fort porter un trésor fragile sur la terre. Donc, en portant le petit prince, il lui semblait, c'est-à-dire il croyait que c'était comme s'il portait un trésor fragile sur la terre. Trésor, vous savez ce que c'est, un trésor. Le trésor, le pince, donc fragile, c'est-à-dire qu'il peut se casser, qu'il peut s'abîmer, et ce petit prince était comparé à ce trésor fragile sur terre. Je regardais, ça veut dire je regardais le petit prince. Je regardais. À la lumière de la lune. À la lumière de la lune, c'est-à-dire il n'y avait pas de lumière. La seule lumière qu'il y avait, c'était la lune. Et à cette lumière, elle regardait quoi? Elle regardait ce front pâle. C'est-à-dire le front du petit prince était pâle. Le front, c'est la partie supérieure du visage, ce qu'on appelle en arabe le jabha. جبهة في الوجه جبين pâle, ses yeux clos, les yeux clos, ça veut dire les yeux fermés, ses mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Les mèches de cheveux, c'est-à-dire les cheveux du petit prince, qui tremblaient au vent, c'est-à-dire le vent les faisait bouger. Et je me disais, ce que je vois là, n'est qu'une écorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il voit n'est qu'une écorce, ça veut dire n'est que l'extérieur. N'est que l'extérieur. L'écorce هي القشرة. يعني أنه الآن ماذا يرى؟ يرى المظهر الخارجي الذي نسميه القشرة. Le plus important est invisible. يعني أن الشيء الأهم est invisible, c'est-à-dire on ne peut pas le voir. Là, il y aura. Comme ses lèvres entrouvertes ébauchaient un demi-sourire. C'est-à-dire que les lèvres du jeune prince ou du petit prince entrent, ça veut dire qu'il n'était pas fermé. Elle était juste ouverte un peu. Ébaucher, ça veut dire elle commençait un demi-sourire. C'est pas vraiment un sourire, mais un petit sourire qui n'apparaît pas totalement. Je me dis encore, ce qui m'émeut si fort de ce petit prince endormi, donc ici il dit, il se parle à lui-même, que ce qui m'émeut, ça veut dire ce qui fait bouger ses sentiments très fort, de ce petit prince qui dort, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est la fidélité du petit prince pour une fleur. C'est l'image du rose qui rayonne en lui comme la flamme d'une lampe. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce petit prince, c'est comme une rose qui rayonne, c'est-à-dire qui lance des rayons en lui comme la flamme. C'est comme une flamme d'une lampe. La flamme même quand il dort, c'est-à-dire que l'enfant, même s'il dort, on voit en lui ce rayonnement de la rose, c'est-à-dire ça signifie l'innocence, la bonté de cet enfant. Et je l'ai deviné plus fragile encore. Donc c'est un trésor.
a dit tout à l'heure, c'est le trésor phrasique. Mais lorsqu'il imagine cette fleur à l'intérieur, c'est-à-dire cette bonté, cette innocence de cet enfant, il le devine plus fragile encore. C'est-à-dire il le voit plus fragile que ce qu'il va dire au début. Il faut bien protéger les langues. Il faut bien protéger ce qui contient la lumière. Nous devons que les éteindre, les médailles. On a un coup de vent, un peu de vent peut éteindre une lampe. C'est-à-dire ici, la lampe signifie ici cette innocence qui se trouve à l'intérieur de l'enfant et que un tout petit peu de problème de la vie peut faire changer cette innocence. Et marchant ainsi, je découvris le plus élevé du jour. Donc, il marchait, et vers le lever du jour, donc il marchait pendant la nuit, bien sûr, et au lever du jour, il découvre le puits, et puis ici, donc, il cherchait, il était à la recherche d'un puits. Voilà donc le texte. Est-ce que c'est compris maintenant? Oui? Les autres? D'accord? Oui. Sauf Cousia, Note, Simon C. Et qui encore? Et Kenza aussi a compris. Tout le monde a compris? Normalement. Normalement quoi, Lila? Normalement compris? Il répond par oui ou par non. Bien, alors, puisqu'on a compris le texte, on va passer maintenant aux questions de langue à propos de ce texte. Alors voilà. À partir du texte, identifier, c'est-à-dire essayer de reconnaître une proposition subordonnée conjonctive. Conjonctive, c'est-à-dire qu'il contient une conjonction, soit de subordination, soit de coordination. Alors, on va essayer de revenir au texte, de chercher une proposition subordonnée conjonctive. Quelqu'un essaie de mettre cette subordonnée conjonctive. Mais je vous attends. Vous savez ce que c'est qu'une subordonnée conjonctive? Donc, c'est une subordonnée qui contient une conjonction de subordination. Vous connaissez les conjonctions de subordination? J'aimerais que vous répondez soit par oui, soit par non pour savoir est-ce que vous comprenez ou pas? Alors, maintenant, donc il ne sait pas ce que c'est. Je vais expliquer. Alors. Et ce sera une occasion pour expliquer ce qu'on appelle la phrase simple et la phrase complexe. Alors, qu'est-ce qu'une phrase simple? Qu'est-ce qu'une phrase simple? Dépend de la réponse. Oui, c'est ça. Donc, c'est une phrase qui est constituée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Donc, c'est sujet, plus verbe, plus complément. C'est la phrase simple. Et nous avons
devrait savoir ce que une proposition. Chaque phrase peut se découper en une ou plusieurs propositions. Chaque proposition a formulé un verbe normalement conjugué. Voilà, c'est très bien. C'est bien silencieux. Voilà. Et pourquoi je suis revenue d'abord à la phrase simple, puis la phrase composée, ou la phrase complexe. Alors, disons la phrase complexe. Alors, la phrase complexe est constituée de ce qu'on appelle des propositions. On a une première proposition, plus une deuxième proposition. Et la proposition, donc, ainsi de suite. On peut avoir plus d'une proposition dans une phrase complexe. C'est-à-dire, on peut avoir 2, 3, 4, ça dépend de la longueur de la phrase. Alors maintenant, la phrase peut se découper comme avancée en une ou plusieurs propositions. Et normalement, une proposition, c'est quoi? C'est un segment de la phrase, c'est-à-dire une partie de la phrase qui a pour noyau le verbe. Donc, le verbe est le centre de cette proposition et il est normalement conjugué. Ce qui fait que dans la phrase complexe, on peut trouver deux verbes conjugués. Et dans chaque verbe appartient à une proposition. Chaque verbe appartient à une proposition. Donc, je peux donner comme exemple, par exemple, j'essaie de trouver une phrase. Aidez-moi à trouver une phrase, s'il vous plaît, parce que là, je n'ai pas de phrase très en tête. Le marché, disons le marché central, est loin de chez mon oncle, qui habite aux environs disons de la ville. Alors, là, je vais séparer ici avec un espace pour vous montrer les propositions. Alors, le marché central est loin de chez mon oncle. Voilà la première proposition. Disons, le noyau, hein, c'est le verbe, le verbe être. Je vais mettre un V donc le verbe. Et la deuxième proposition est de qui habite aux environs de la ville. Et j'ai un deuxième verbe, c'est le verbe habiter. C'est le verbe habiter. Voilà. Donc, ce qui fait que dans cette phrase, j'ai deux verbes conjugués. Le premier, c'est le verbe être, et le deuxième, c'est le verbe habiter. Alors là, j'ai ce qu'on appelle une phrase complexe. Elle est constituée d'une première proposition
central est loin de chez maman, et d'une deuxième proposition qui habite aux environs de la ville. Bien. Alors maintenant, voyons où se trouve quand je parle de la phrase complexe et des propositions. Dans une phrase complexe, j'ai ce que j'appelle une proposition principale et une proposition subordonnée. Proposition principale et proposition subordonnée. Proposition principale et proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Alors, la première proposition est appelée proposition principale parce que, comme son nom l'indique, principale, c'est-à-dire qu'elle est essentielle dans la phrase. Hein? Elle est essentielle dans la phrase, je ne peux pas la supprimer, c'est elle la base de la phrase. Mais la deuxième proposition, c'est une proposition subordonnée. Subordonnée, ça veut dire qui suit la première proposition, qui est attachée à cette première proposition par un mot de liaison. Et vous voyez ici, c'est qui, qui est un subordonnant. C'est une conjonction de subordination. C'est une conjonction de subordination. Et c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. C'est pourquoi on appelle un subordonné que nous avons dans cette phrase une proposition subordonnée relative. C'est bien c'est bien fait. Donc c'est une proposition subordonnée relative. Bien. Alors, et cette proposition subordonnée, moi, je peux la supprimer. C'est-à-dire, je peux supprimer l'information qu'elle me donne sur mon oncle qui habite aux environs de la ville. C'est-à-dire, si je dis tout simplement, le marché central est loin de chez mon oncle, la phrase est bien complète, elle est juste, elle contient le sens complet. Mais si moi, j'ai voulu ajouter une autre information, et qui n'est pas vraiment nécessaire, alors là, j'ai ajouté une proposition qu'on appelle une proposition subordonnée. Donc, elle ne peut pas exister toute seule, c'est-à-dire que je ne peux pas supprimer la principale et garder une partie, la deuxième partie, et dire que qui habite aux environs de la ville peut exister toute seule. Non, ce n'est pas possible, parce que premièrement, vous avez qui, et qui demande un antécédent, il demande le mot qu'il remplace, et le mot qu'il remplace doit se trouver avant lui. Donc, nous avons toute une complication qui fait que cette subordonnée ne peut pas exister toute seule. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une phrase complète, ou bien une phrase dans laquelle nous avons une proposition principale et une proposition subordonnée. Maintenant, nous allons revenir à notre question, c'est dans le texte, il faut relever une subordonnée conjonctive. Une subordonnée conjonctive, c'est une subordonnée qui est introduite par une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination, c'est-à-dire les conjonctions de subordination, soit des conjonctions relatives, comme le qui, que, dont, ou, etc., soit une conjonction de subordination de la complétive, c'est-à-dire que seul, ou bien parce que, comme, cependant, etc. Exemple, le malade s'agit parce qu'il souffre. Oui, c'est ça, ceci. Donc, nous allons revenir à notre texte pour chercher
la phrase ou la subordonnée conjonctive. Allez, trouvez-moi la subordonnée conjonctive maintenant que vous avez compris la question. J'attends votre réponse. J'espère que vous prendrez au vent. Oui, c'est ça. Donc, vous prendrez au vent. Voilà, donc, c'est cette là qui est une subordonnée conjonctive. C'est bien, c'est bien. Nous passons maintenant à la question numéro 2. Vous allez relever, vous allez identifier encore une fois une proposition indépendante juxtaposée. Une proposition indépendante juxtaposée. Alors, pour vous expliquer, revenons toujours à la phrase complexe. Alors, dans la phrase complexe, nous avons trois sortes de relations entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, cette relation peut être une relation de subordination, comme ici, avec une conjonction de subordination. Ça peut être une relation de coordination. Une relation de coordination, c'est-à-dire on emploie une conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais ou et donc ornithar. Donc je vais rappeler cela. Nous avons les conjonctions de coordination. Sont mais ou et donc alors, si je trouve un de ces mots qui se trouve entre la proposition, la première proposition et la deuxième proposition, nous disons que j'ai une relation de coordination. Par exemple, je vais dire le marché central est loin de chez mon oncle, mais il vient tous les jours faire ses courses. Je vais écrire cette phrase. Le marché central est loin de chez mon oncle, mais il vient vers mon oncle, vient chaque jour et il vient, ça veut dire il vient au marché. Il vient chaque jour pour faire ses c'est-à-dire il achète bien. Alors voilà. Et remarquez donc, je vais éloigner un peu entre les deux propositions. Vous allez voir que donc la première proposition, elle est toujours principale, et la deuxième, elle est introduite par mais. Hein, elle est introduite par mais. Alors la relation qu'il y a entre les deux propositions, la proposition principale et la
la première et la deuxième proposition, c'est la relation de coordination. C'est appelé relation de coordination. Ici, c'est une relation de subordination, parce que j'ai une subordonnée. Donc là, c'est la deuxième relation. J'ai une troisième relation qu'on appelle une relation de juxtaposition. Relation de juxtaposition. La juxtaposition de propositions juxtaposées signifie quoi? Que l'une est posée à côté de l'autre avec, bien sûr, une ponctuation qui les sépare. La ponctuation, ça peut être une virgule, ça peut être un point virgule, ça peut être un point d'exclamation. Là, on dit que les propositions sont juxtaposées, ou bien elles sont indépendantes, juxtaposées. Par exemple, le marché central est loin de chez mon oncle, et je vais l'écrire. Le marché central est loin de chez mon oncle. Virgule, il vient j'essaie de faire loin ici, je vais faire ça. Il vient chaque jour pour faire ce possible. Voilà donc les deux propositions. Elles sont séparées par une virgule et nous disons là que nous avons une relation de juxtaposition. Je vais séparer un peu entre les deux propositions et j'ai donc une première proposition qui est posée à côté d'une deuxième proposition séparée par une virgule. Je dis alors que j'ai une relation de juxtaposition. Ce sont deux propositions juxtaposées. Alors, voyons maintenant dans le texte de Petit Prince, il se trouve la proposition juxtaposée. Donc, relevez une proposition juxtaposée dans le texte et indépendante. Bien sûr, elles doivent contenir des verbes conjugués. Si j'avais deux phrases et deux propositions l'une à côté de l'autre, séparées par une ponctuation avec des verbes conjugués, je dirais que j'ai une proposition juxtaposée. Allez essayer de me trouver. J'attends vos réponses. Alors, je regardais à la lumière de la lune. Je regardais à la lumière de la lune, ce frontal, ce cheveux. Non. Vous n'avez pas de verbe conjugué ici. Tenez. J'avais le verbe conjugué, je regardais. Voilà un verbe. Alors, ce qui vient après, est-ce que vous avez un verbe? À la lumière de la lune. Pas de verbe. Sous frontal. Pas de verbe. Ses yeux clos.
pas de verbe. Ces mèches de cheveux qui tremblaient au vent. Alors là, vous avez qui tremblait, c'est une subordonnée. Hein, c'est une proposition conjonctive, subordonnée. Et non pas une juxtaposée. Il n'y a pas de juxtaposée ici. Essayez de trouver, de chercher. Pourtant, elle est claire, on la voit. C'est de trouver la proposition juxtaposée, indépendante. Allez. Il y a Mohamed, il y a Souma, il y a Simoncé, il y a Lila, Youssef. Allez travailler. Il y a Yesra, Ahmed aussi, Zia, Ahmed, Tofir, Mohamed, Tebbaus, Abibasset, Kinza et Arthur. Excusez-moi, c'est juxtaposé. Donc c'est l'image, même considère. Alors, Mohamed, c'est écrit, c'est l'image d'une rose qui rayonne. Attention, voilà qui. Donc, vous n'avez pas de juxtaposé. En lui comme la flamme de lampe, même quand, vous avez quand, c'est une subordonnée, et non pas une juxtaposée. Voilà, très bien, Youssef. Comme le petit prince s'endormait, je le pris dans mes bras et je remis un. Non. Il y a le comme ici. Comme. Donc, je ne peux pas considérer ça comme une subordonnée juxtaposée. Je vous dis une ponctuation. Quand je dis ponctuation, ça peut être virgule, ça peut être deux points, ça peut être un point virgule, ça peut être un point d'exclamation. Allez. Voilà, c'est ça, Mohamed Ziyed, c'est ça. Il faut bien protéger les lampes, deux points, un coup de vent pour les éteindre. Non pas et marchand, parce que là, vous avez et, hein. Ce n'est pas la deuxième partie, c'est la première partie. Donc, je vais essayer d'utiliser pour souligner. C'est cette phrase-là. Il faut bien protéger les lampes. Et vous avez les deux points. Les deux points là qui... et vous avez la deuxième proposition qui est indépendante. Voilà. Proposition juxtaposée, indépendante, c'est la deuxième là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien protéger les lampes, un coup de vent pour bien les éteindre. C'est ça, donc c'est la phrase juxtaposée que nous avons ici. La deuxième, la première et la deuxième sont séparées par les deux points que nous avons ici. Je continue avec la question. Est-ce que c'est compris maintenant la juxtaposition? Ce sont deux prépositions séparées par une ponctuation. Ici, c'est un point, c'est une virgule, ça peut être deux points, ça peut être un point d'exclamation, ça peut être un point virgule qui sépare les deux phrases. Ce ne sont pas des phrases, mais ce sont des propositions. Et ils appartiennent à la même phrase.
Donc, question numéro 3. Vous allez me relever une phrase à la forme impersonnelle. Est-ce que vous savez ce que c'est que la forme impersonnelle? Oui? Alors, si vous comprenez ce que c'est que la forme impersonnelle, non, Youssef nous dit non. Oui, donc sinon c'est aussi, ne sait pas ce que c'est que la forme impersonnelle. Alors, je vais encore une fois ici. Non, Mohamed, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas en employant un. Un, c'est indéfini. Un, c'est indéfini. Lorsque vous avez le prénom défini. Voilà, impersonnel, c'est lorsqu'on emploie il. Et il ne désigne personne. C'est-à-dire, il est égal à aucune personne. Aucune personne. Égal, il n'est égal à aucune personne. Par exemple, dans la phrase avec le verbe falloir, comme je dis, il faut faire, par exemple, ses devoirs. Faire ses devoirs. Alors, ici, qu'est-ce qu'il désigne? Est-ce qu'il désigne une personne? Non, il désigne personne. Donc, il, c'est impersonnel. Et la phrase à laquelle j'ai le il avec le verbe falloir, ou bien un autre verbe, par exemple, et une autre expression, comme le verbe pleuvoir, par exemple. Il pleut. Il pleut. Donc, il ici, c'est qui est-ce qui pleut? On ne sait pas. Hein? Donc, la phrase, il neige aussi, il vente, il est 6 heures, il fait beau, il est indispensable, etc. Donc, le il ne désigne rien. Dans ce cas, je dis que la phrase est impersonnelle. Alors, où est la phrase impersonnelle ici? C'est clair, ça se voit déjà. Pas une seule, il y en a plus. Il me semblait, voilà, très bien. Il me semblait, hein, c'est ça. Il me semblait, alors ce il ne désigne rien, c'est une phrase impersonnelle. Nous avons aussi, il faut bien protéger les langues. Même chose, il faut bien protéger les langues, c'est une phrase impersonnelle. Peut-être qu'il y en a d'autres. Non, faut faire, il ne remplace pas le petit prince dont il me semble, hein, ni dont il faut. Je me dis encore non, Firdaus, vous avez je qui désigne une personne, qui désigne une loi. C'est-à-dire, ce n'est pas comme il ici, il ne désigne personne. Voilà. Donc, question 4. Donc, une phrase à la forme impersonnelle, donc c'est il faut, etc. Quatrièmement, un groupe nominal composé d'un nom et d'un complément de nom. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un complément de nom? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un complément de nom? J'attends vos réponses. Non. Alors, le complément de nom. Non, ce n'est pas l'adjectif tofek. Alors, on a dit c'est déjà. Le complément de nom, on va le voir ici. Quand je dis par exemple, une voiture
de mon père. Ici, j'ai un nom et son complément. Donc, je dis, le nom, c'est la voiture. Le nom, c'est la voiture. Et le complément du nom voiture, c'est mon père. Et c'est toujours entre les deux, vous avez quelqu'un, s'il te plaît, pas de chat entre les personnes présentes, faites attention au cours. Alors, voiture de mon père, vous avez ici deux, qui est relié entre le nom et son complément. Donc, je vais écrire cela. Le nom sous le mot voiture, donc, je vais mettre un sur le nom et de mon père, c'est le complément de nom. On écrit CDN. Complément de nom. De mon père. Il est toujours introduit par G. Alors, cherchons un complément de nom dans le texte. Un complément de nom dans le texte. Voilà, très bien, Sophie, que c'est la lumière de la lune. La lumière de la lune. Très bien. On va maintenant voir la question suivante. Un verbe est son complément d'objet direct. Et l'image d'une rose. Oui, c'est ça, Mohamed. C'est vrai, c'est juste. Alors, vous allez maintenant relever un verbe et son complément d'objet direct. Alors, je pense que le complément d'objet direct est connu. Oui. Quelle est la question qu'on se pose pour obtenir le complément d'objet direct? Non, comment mener en route, ce n'est pas un complément d'objet. Trésor fragile, oui. Alors, il me semble porter quoi? Il me semble porter un trésor fragile. Vous savez qu'on pose la question quoi pour obtenir le complément d'objet direct. Bonsoir Sona. Oui, on pose la question quoi pour obtenir le complément d'objet direct. Donc, il me semble porter quoi? Il me semble porter un trésor fragile sur la terre. C'est le complément d'objet direct. Un autre complément d'objet, je regardais quoi? Je regardais ce frontal. Je regardais ses yeux bleus. Je regardais ses mèches de cheveux qui tremblaient, etc. Donc, ce sont des compléments d'objet directs. Oui, il ébauchait un demi-sourire. Très bien. Non, Lila, je regardais à la lumière de la lune. À la lumière de la lune n'est pas un complément d'objet. Mais je regardais ce frontal. Je regardais ce frontal. Ce frontal, c'est un complément d'objet direct. Parce que je regardais quoi? Je ne regardais pas la lumière de la lune. Je regarde le frontal. Non, ce n'est pas un complément indirect, Ahmed. Je me dis encore non, 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 non.
Mohamed Yazid, c'est vrai, j'ai regardé ses yeux clos. Qui n'est pas un complément Fawzia, qui est un sujet, pardon. Qui est un sujet, ce n'est pas un complément d'objet direct. Voilà. Donc, le complément d'objet direct, il vient directement après le verbe et il est on répond, oui, on répond à la question quoi, hein, il répond à la question quoi, et comme ça qu'il m'écrit, je découvris le prix, c'est vrai, c'est ça, donc c'est juste, je découvris quoi, je découvris le prix. Voilà, question suivante, question numéro 6. Vous relevez, donc vous identifiez aussi un participe passé avec être et expliquez l'accord du participe passé. Vous me trouvez un participe passé avec le verbe être. On va chercher. Un participe passé avec être. Oui. J'étais ému. J'étais ému. Donc, ému. Oui. Pourquoi, enfin, l'accord, où est-ce qu'il est l'accord? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est le troisième groupe, oui, le verbe émouvoir, c'est ça. Et vous n'avez pas d'accord parce que c'est masculin. Ému peut prendre un E s'il est au féminin. S'il n'est pas, hein, s'il n'est pas au féminin, donc il n'y a pas de E, et pluriel aussi, il n'y a pas de S, puisqu'il n'y a pas de pluriel. Voilà, donc voyons la question suivante. Question 7. Vous relevez un participe passé seul et expliquez l'accord du participe passé. Relevez un participe passé seul, c'est-à-dire sans verbe être, qui est utilisé sans verbe être. Le prix, non, prix n'est pas un participe passé. Je le prie, ça c'est le verbe prendre et ça c'est simple. Ce n'est pas un participe passé. Mais aimer, elle est utilisée avec le verbe être. Mais maintenant, il faut trouver un participe passé sans verbe être, c'est-à-dire qui est utilisé tout seul. Non, sembler n'est pas un participe passé. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un participe passé? Le participe passé, c'est le verbe conjugué soit au passé composé, soit au plus que parfait, soit au plus au futur antérieur ou bien au passé antérieur, et on enlève l'auxiliaire et il reste seulement le participe passé. Et remis, non. Où est-ce qu'il est remis? Je le cherche. Non, elle n'est pas un participe passé. Oh là là,
je vois que vous ne comprenez pas ce que... Non, je me relis, non, relis, c'est le verbe remettre au passé simple. Alors, attendez, je vais expliquer aussi. Je ne vais pas trouver, je vais expliquer. Voilà. Je suis tombé. Où est le participe passé ici dans ce verbe, dans cette conjugaison? C'est tombé. Donc, tomber est le participe passé. Hein? Tomber est le participe passé. Je suis est l'auxiliaire. C'est le passé composé. Vous ne pouvez pas avoir de participe passé si vous n'avez pas un verbe conjugué au passé composé ou bien au plus que parfait ou au futur antérieur ou au passé antérieur. C'est-à-dire, vous devez avoir auxiliaire, plus participe passé. Donc, vous avez le je plus l'auxiliaire plus participe passé. Alors, le participe passé, quand il est employé seul, vous n'avez pas avec lui le pronom. يعني إلى باش يكون عندي le participe passé بوحده يعني وحده لازم ما يكونش عندي le pronom. لا كانت le pronom je ولا tu ولا il ولا etc. يعني أن وراه غادي يجي le verbe conjugué إما avec auxiliaire plus participe passé, ou bien il y aura le verbe, le pronom, je, ou bien tu, ou bien les autres, plus verbe conjugué. À un temps simple et non pas à un temps composé. Alors le participe passé يكون beaucoup, ça veut dire بلي ما غيكونش عندي je, ما غيكونش عندي tu, ما غيكونش عندي un pronom. Donc حنا شفنا أن tous les verbes اللي عطيتوني ce n'est pas juste. علاش؟ لأن vous m'avez dit par exemple le prix عندكم je. Hein? Vous m'avez dit sembler. Bon, sembler عندكم il. Le sembler. Trembler qu'il a qui? Qui trembler? Qui هو le sujet ديالها? C'est le pronom. Donc, فين كتبقى le participe passé بدون un verbe, un pronom, c'est entrouverte. Ses lèvres entrouvertes. Normalement, on dit elles sont entrouvertes. Elles sont entrouvertes. Ici, l'auxiliaire, l'auxiliaire être, il n'est pas là, il est supprimé. Nous avons seulement entrouvert. Et vous avez l'accord avec E et S, parce que c'est une lèvre féminin et vous avez ces lèvres pluriel. Donc féminin, pluriel et S. Entrouverte, c'est le participe passé. Bien, je continue. Question 8. Identifier une phrase constituée de deux indépendantes juxtaposées. Deux indépendantes juxtaposées. Tout à l'heure, on parlait d'une seule indépendante juxtaposée.
Maintenant, relever une phrase avec deux indépendants juxtaposés. Est-ce qu'il y en a dans la phrase? S'il y en a, c'est la dernière phrase. Il faut bien protéger la lampe. Un coup de vent peut les éteindre. Je découvris les puits au lever du jour. Hein, et c'est la troisième. Donc vous avez la première indépendante et vous avez la deuxième indépendante. Et c'est la dernière phrase. Elle contient deux indépendants juxtaposés. Continuons maintenant. Un verbe à l'infinitif est donné un nom de même famille. Donc relevez un verbe à l'infinitif dans la phrase, dans le texte, et donner un nom de même famille que ce verbe. Trouvez un verbe à l'infinitif. Porter. Où est-ce qu'il est porté? Je l'ai levé. Oui. Alors, premièrement, nous avons le verbe lever. Attendez, je vais chercher. Alors, comme le prince s'endormait, je l'ai pris dans mes bras et me remis en route. J'étais ému, il me semblait porter. Oui, porter. Alors, quel est le nom à partir de porter? Le nom à partir de porter. Le nom. Non. Non. Porteur. Porteur, c'est sourire, on peut bien faire sourire ici. Le port, oui. Le port de quelque chose. Porteur de quelque chose. Le porteur, il est adjectif, il n'est pas un nom. Je regardais la lumière de ce frontal, etc. Je cherchais. Ce que je vois là n'est qu'une étoile, c'est plus important ici. Entre les attributions de mise, je me disais. Alors, il faut bien protéger. Protéger. C'est l'infinitif. Non, il n'y a pas de portement comme ça. Le mot portement n'existe pas. Alors, protéger. Quel est le nom à partir de protéger? Quel est le nom à partir de protéger? Il n'y a pas de connexion. Oui, c'est protection. C'est bien. C'est protection. C'est bien, Ahmed. Non, protection, non pas voilà, protection comme ça, c'est bien. Ce n'est pas protège, c'est protection. Protection. Bien. Alors, vous avez aussi un coup de vent peut les éteindre. Un autre infinitif, les éteindre, éteindre. Quel est le nom à partir de éteindre?
On est à partir de éteindre. Là, et non. Non, Firdaus, non, Kenza, ce n'est pas éteint aussi, Mohamed, ce n'est pas éteint. Ce n'est pas éteindation, ce n'est pas éteindage. Non, c'est extinction. Extinction. Le mot, il est un peu difficile, donc c'est l'extinction. Oui. Voyons la question numéro 9. On l'a déjà vu, donc c'est la question numéro 10. Vous allez relever les deux points qui se trouvent dans le texte et dites quelle est la raison de ces deux points. Pourquoi on emploie deux points dans un texte? Expliquez-moi. Parce que les deux points, nous savons où se trouve ici. Nous avons déjà vu. Donc, il faut bien protéger les lampes. Deux points. Un coup de vent peut les éteindre. Pourquoi les deux points? Pourquoi on utilise deux points dans un texte? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Voilà, c'est bien, Mohamed. C'est pour l'explication. Hein? L'explication, les deux points expriment la cause aussi. Hein? Elles expriment la cause. Elles introduisent une explication. C'est ça. Oui. C'est bien. Maintenant, la question numéro 11. Un adjectif qualificatif, et donner un nom de même famille. Relevez un adjectif qualificatif dans le texte et donner un nom de même famille. Alors, un adjectif qualificatif. Alors, le nom de la même famille, le petit, et lui n'est pas un adjectif. Nous avons dit que c'est un participe passé. Lui aussi, c'est un adjectif. D'accord. Yeux clos. Nous avons aussi le front pâle. Pâle est un adjectif. Fragile est un adjectif qualificatif. Alors maintenant, vous allez me donner le nom. Par exemple, pour fragile, quel est le nom? Fragile, non, Firdaus plus n'est pas un adjectif qualificatif. Quel est le nom de la même famille que fragile? C'est là. Fragilité, c'est bien, Ahmed. C'est la fragilité. Alors, même chose pour pâle. Quel est le nom à partir de pâle? La pâle, c'est la couleur du visage de quelqu'un qui est très très blanc jusqu'à aller vers la couleur jaune. Shahid, voilà, c'est ça, Shahid. Alors, le nom c'est pâleur, la pâleur. Ce n'est pas pâler, non, c'est la pâleur. Le nom, c'est la pâleur. Clou, le nom, c'est non. Ce n'est pas close, c'est la clôture. C'est bien, Sophia. C'est clôture. C'est bien. Nous avons petit. Petit, adjectif petit, le nom c'est dilape, c'est la petite. Vous n'avez pas trouvé? Alors c'est la petitesse. C'est la petitesse. Voilà.
Passons maintenant à la question numéro 12. Relevez un mot qui contient un préfixe. Un mot qui contient un préfixe. Vous savez ce que c'est qu'un préfixe? Alors, un mot qui contient un préfixe, invisible, c'est très bien. C'est invisible. Alors, il y a visible, invisible, c'est ce qu'on ne peut pas voir. Hein, invisible, qu'on ne peut pas voir. Très bien. Et finalement, dernière question. Relevez une proposition indépendante ou disons une phrase indépendante ici. Ce n'est pas une proposition indépendante. Non, important, oui, important, c'est avec un... Non, attention. Important, c'est un mot. Ce n'est pas un préfixe un. On ne dit pas pourtant important. Non. Le préfixe, lorsque le mot est le contraire d'un autre, par exemple visible, invisible. Je peux dire que un est le préfixe qui me donne le contraire. Mais pourtant, on ne dit pas pourtant important. C'est pas comme possible, impossible. Hein, c'est pas la même chose. Bon, alors une dernière indépendante, une phrase indépendante. Par exemple, vous avez j'étais connu, hein, une indépendante. Alors là, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. Je souhaite que c'était une révision de ce qu'on a, enfin de la langue, de la grammaire en général. Et je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit à tous. Merci à vous aussi.